Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette séquence Métiers de demain du Forum Le Monde Nouveau consacrée ce matin à l'économie circulaire. Alors, je suis Estelle Brisset, je suis très heureuse de vous accompagner tout au long de ces 10 pastilles Métiers de demain qui sont disséminées dans ce programme si riche et si dense du Forum Le Monde Nouveau, un événement organisé par le groupe La Dépêche et qui se veut être un accélérateur des transitions écologiques, économiques et sociales en territoire. Alors, ce format métier de demain, Kesako, l'objectif, c'est de réfléchir ensemble face à ce contexte mouvant, cet océan d'incertitude dans lequel on essaye tous de naviguer, c'est de réfléchir ensemble à ce que seront les métiers de demain. Et quand on dit métier de demain, on a plutôt tendance à penser high-tech, robotique, conquête spatiale. Alors bien sûr, on a parlé du numérique ici au Forum Le Monde Nouveau, mais on se dit que les métiers de demain, ce sont peut-être des métiers qui existent aujourd'hui, mais qu'on a besoin de redécouvrir et de revaloriser. Et on se dit aussi que les métiers de demain sont peut-être des métiers qui existent aujourd'hui, mais qui vont évoluer, qui vont devoir faire mieux plutôt que plus, des métiers durables, ancrés dans les territoires, qui remettent l'humain et la nature au cœur et qui sont porteurs de sens. Et puis, ces séquences métiers de demain, elles s'adressent bien sûr aux jeunes, mais pas que, parce qu'on est aussi aujourd'hui dans une société où on est moins sur des rails, où l'envie de changement, où le besoin de reconversion professionnelle est fort. Et on espère que ces témoignages inspirants qu'on vous propose de partager avec vous, ils vont peut-être provoquer des vocations, déclencher un déclic pour vous donner envie, vous aussi, de construire ce monde nouveau. Et alors, la construction du monde nouveau, ce matin, elle passe par l'économie circulaire. Puisque donc je suis très heureuse d'accueillir Karen Maya-Levy. Bienvenue et merci. Alors, vous êtes présidente de Keep It, qui est une start-up dont l'objectif est de créer de l'électroménager durable, responsable et multi-usage, quasiment le contraire de ce qui se fait aujourd'hui, et donc de participer à ce cycle vertueux de l'économie circulaire. Et c'est un sacré challenge. Alors, on va peut-être, pour démarrer, Karen, parce qu'on parle beaucoup de l'économie circulaire, on ne sait pas forcément ce que c'est. Il y a eu des débats ici au Forum Le Monde Nouveau, donc je pense que maintenant, on a fait de la sensibilisation. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'économie circulaire ? Oui, bonjour. Alors, c'est intéressant comme question parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de définition officielle de l'économie circulaire. Il y a des définitions par les Nations Unies. En France, on se base plutôt pas mal sur ce que dit l'ADEME. Et l'ADEME, elle dit quoi? Elle dit que l'économie circulaire, c'est un système économique, donc c'est important parce qu'il y a économique dans le sujet, de partage et de production qui va permettre d'améliorer l'utilisation des ressources, qui doit permettre d'avoir moins d'impact sur l'environnement, tout en améliorant le bien-être des individus. Donc il y a un aspect environnement, il y a un aspect production, il y a un aspect ressources, et puis il y a aussi l'homme dans l'économie circulaire. Alors, en quoi, j'ai présenté brièvement Keep It, mais alors expliquez-nous en quoi, justement, Keep It, vous contribuez à ce cycle vertueux de l'économie circulaire. Alors, d'abord, Keep It, donc, on fait de l'électroménager, et notre objectif, il est simple, c'est de changer le monde, en commençant par l'électroménager. Et on s'est inscrit, le modèle de Keep It, le modèle économique de Keep It, on l'a inscrit dans ce cycle vertueux de l'économie circulaire en disant, alors, on va éco-concevoir des produits. Ces produits, on va les fabriquer plutôt de manière locale, de manière à générer des emplois au cœur des bassins de consommation. Ces produits, ils seront durables, évolutifs et responsables. Ils vont pas se transformer en déchets. Et ces produits, on les conçoit, on implique le consommateur, l'utilisateur dans tout le cycle de la conception, de la vie du produit, de manière à remonter à notre éco-conception et ainsi à proposer des produits qui sont utiles à l'homme et qui ne sont pas nuisibles pour la planète. Alors, on comprend bien effectivement le principe circulaire. Alors on va justement en profiter de votre expérience puisque vous vous êtes lancé et donc vous allez pouvoir nous détailler un peu ce process de création parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est pas non plus si facile derrière. Et j'ai envie de reprendre un petit peu là dans ce que vous avez dit, les différentes étapes. Et si on démarrait par la première étape, qui est la conception, ou plutôt l'éco-conception du produit. Alors comment ça marche? Comment on fait? Alors, comment ça marche? L'éco-conception, pour nous, ça a d'abord démarré par un cahier des charges, par une première ligne de cahier des charges, qui était « Nos produits devront être durables,
réparable, évolutif, pour ne jamais se transformer en déchets. Donc ça, c'était la première ligne, et donc sacré challenge dès la première ligne, parce qu'il a fallu cumuler tous ces éléments. Alors durable, ça voulait dire quoi? Ça va vouloir dire choix de matériaux qui sont soit recyclables, soit recyclés, qui sont solides, qui ont aussi fait la preuve de leur usage et de leur pérennité dans le temps. Ça veut dire aussi choix de technologie particulière, pas forcément high-tech, mais plutôt des technologies qui ont fait leur preuve, qui ont fait la preuve de leur robustesse aussi, et sur lesquelles on va pouvoir compter pendant longtemps. Ça veut dire aussi réparable, parce que quel que soit le soin qu'on mettra dans la production et dans le produit, dans la conception du produit, il y a un moment où il y aura de l'usure. Et qui dit usure dit réparation. Et ce qui se passe aujourd'hui souvent, c'est que, en fait, quand vous avez, alors dans l'électroménager, c'est particulièrement vrai, c'est-à-dire que vous avez une pièce qui casse, la pièce, elle n'est pas forcément maîtresse dans le produit, sauf que vous ne pouvez pas l'atteindre. Donc nous, réparable, ça veut dire qu'on doit pouvoir atteindre extrêmement facilement toutes les pièces pour pouvoir changer celles qui pourraient tomber en panne. Et dernier point, dans cette phase de conception, c'est l'évolutivité. Là encore, c'est une vision sur le long terme. C'est de se dire, le comble, ce serait que le produit il devienne obsolète par l'usage. Il ne le serait pas par les technos, parce qu'elles dureraient dans le temps, mais il serait plus utile à un moment donné. Donc l'évolutivité, c'est de se dire, on doit être toujours ouvert et toujours faire bouger les produits pour, coller aux besoins des consommateurs, mais aussi gommer un gros souci dans la durabilité, dans la réparabilité, c'est la question des pièces détachées. En fait, c'est tout bête, mais les industriels, quand ils disent le produit, je garantis qu'il soit réparable pendant 10 ans, ça veut dire qu'ils vont devoir stocker quelque part des pièces pour pouvoir les fournir en cas de besoin. C'est pas si simple, et économiquement, c'est pas simple non plus. Donc nous, notre vision, c'est de se dire, le produit, il est éco-conçu aujourd'hui, mais on va continuer à travailler dessus. Il y aura des pièces qui pourront évoluer. Ces pièces, ces évolutions, elles devront toujours pouvoir être adaptées au produit qui aura été acheté en 2021, si on est en 2030. Et ainsi, on va gommer cette problématique de gestion et de disparition des pièces détachées. Pour nous, c'est ça, cette partie éco-conception. Oui, il faut que le Keep It V12, je vais pas faire, je pense évidemment à certains grands fabricants d'autres produits, mais il faut qu'effectivement les versions d'après n'annihilent pas les premières versions. Exactement, et ça va plus loin, c'est que nous, on s'engage à ce qu'il n'y ait jamais une V1, V2, V10, V12, parce que en fait, c'est tout bête, mais c'est aussi un biais psychologique, c'est de se dire, il y a une V5, moi j'ai une V1, mais alors c'est nul, j'ai pas. Absolument que je change. Il faut que je change, et donc c'est surtout pas ça. Donc c'est une version qui pourra évoluer dans le temps. L'anti-marketing jetable. Alors là, on comprend dans l'éco-conception, il y a la définition du produit. Bon, une fois qu'on l'a défini comme ça, il y a le sourcing. Enfin, en tout cas, il faut trouver les partenaires pour pouvoir le fabriquer. Bon, puis après, on parlera de la production, mais déjà là, avec qui on travaille sur les matériaux, sur... Alors là, on s'est rajouté un petit challenge dans l'histoire dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on a choisi de fabriquer en France, autant que possible. Et donc, une fois qu'on a eu un prototype, en effet, un prototype éco-conçu, il a fallu réfléchir à trouver des partenaires pour industrialiser les pièces. Donc, nous, on avait conçu et dessiné les pièces, et donc, il fallait trouver des partenaires industriels pour les produire. Et là, je dois dire que ça n'a pas été forcément très simple. Je vais prendre un exemple. Donc, notre premier produit, c'est une bouilloire multifonction en inox. Et donc, l'exemple de l'inox, il est assez parlant dans notre aventure pour trouver des partenaires, parce qu'en fait, on a contacté pas moins de 160 acteurs français qui travaillaient sur l'inox. Sur ces 160, il y a bien les 3/4 qui nous ont dit on ne regarde pas. On ne regarde pas, ça ne nous intéresse pas, ça ne rentre pas dans notre cadre, ça ne rentre pas dans notre champ, on ne regarde pas. OK. Après, le quart restant, il y en a certains qui ont été plus loin. Parce qu'évidemment, dans un process industriel, on ne vous dit pas oui, non, je vous fais un devis. On fait des études. Donc, on travaille pendant
des mois avant de pouvoir dire je peux faire ou je peux pas faire. Et donc, on a travaillé et finalement, on a abouti avec un seul devis parce qu'il y avait un seul fournisseur qui disait je vais prendre le risque de me lancer avec vous. Aujourd'hui, ce que vous me demandez, on ne sait plus le faire. Clairement, on ne sait plus le faire en France, on ne sait plus le faire en Europe, on ne le fait qu'en Chine. Mais on va y aller, on va travailler ensemble et on va prendre ce risque de faire revenir un savoir-faire au niveau national sur le traitement de l'inox. Donc 1 sur 160, effectivement, on voit que c'est compliqué. Et en plus, si je comprends bien, il y a un problème effectivement peut-être de volonté ou de c'est pas assez de volume, ça ne nous intéresse pas, mais il y a aussi un problème de savoir-faire. Donc le savoir-faire industriel, il est un peu perdu en France. Il y a clairement des compétences qui n'existent plus. Toujours dans l'inox, il y a des spécificités de métiers très techniques. De souder l'inox, c'est pas simple. Et il manque des compétences, par exemple, sur ce domaine-là. Donc oui, c'est aussi, clairement, on s'est confronté à des pertes de savoir-faire. Alors, bon, on a conçu notre produit, on a trouvé quand même nos partenaires industriels. Maintenant, il faut produire et il faut assembler. Alors là, comment ça se passe? Avec toujours les principes de l'économie circulaire. Vous avez parlé d'humain quand même tout à l'heure aussi. Exactement. Ouais. Donc, la troisième étape, alors, tout ce sourcing, trouver ses partenaires, trouver des fournisseurs partout et puis, une fois que les pièces sont conçues, les assembler. Donc là encore, on ne s'est pas trop facilité la tâche, mais il y a le même chemin et le même objectif d'inclure aussi l'homme dans notre histoire. Et donc, on a décidé de créer et de développer des unités de production locales. Donc, la première, elle est basée chez nous, à côté de Toulouse. Pour développer cette unité de production, on s'est appuyé sur un partenariat avec une entreprise industrielle adaptée qui, elle, emploie des personnes en situation de handicap avec un objectif pour nous, que les postes qu'on crée soient des postes réellement inclusifs, ouverts à tous. On n'est pas, nous, devenus une entreprise adaptée, c'était pas l'objectif, on est une entreprise commerciale, mais qui ouvre des postes à tous les profils, et ça, c'était aussi une volonté. Donc, le principe, c'est que on développe la structure chez eux, avec eux, pour voir comment le process d'assemblage se fait dans des conditions inclusives totales. Et une fois que ça tourne, on sort l'unité de production, on l'intègre chez Keepit, les collaborateurs deviennent salariés de Keepit, donc ils rentrent dans l'économie traditionnelle. Et puis, avec l'entreprise adaptée, on continue pour les produits suivants. Donc là, c'est la vraie réinsertion, effectivement, dans le monde du travail. Alors, on continue notre process. Notre produit, ça y est, il existe, il est réel. Maintenant, il faut le vendre, et donc le commercialiser, et puis il faut le distribuer, le livrer, quoi. Il faut le livrer. Alors, et le commercialiser d'abord. Alors, on a procédé par étapes. C'est nouveau, hein. Le modèle et tout ce qu'on a construit, c'était nouveau, donc il fallait aussi y aller par étapes, et on continue à y aller par étapes. Première vague de commercialisation, elle, en fait, pour être honnête, elle a été construite pour rassurer les futurs investisseurs et les banquiers qui nous disaient c'est super ce que vous racontez, ça nous plaît bien, mais il nous faut des preuves. Et une preuve, c'est des ventes. Donc, on n'avait pas encore de produit, on avait un concept, on avait un prototype, mais on n'avait pas encore avancé sur l'industrialisation, et il fallait quand même se financer, donc il fallait des preuves. Donc, on a fait ce que pas mal d'entreprises font, peu d'entreprises industrielles. En fait, c'est plus souvent hors industriel. Pardon. Mais on a fait une campagne de financement participatif sur une plateforme de crowdfunding, sur la plateforme Ulule. Ça nous semblait bien en ligne avec ce qu'on allait raconter. Et donc, le niveau attendu, c'était en gros celui que nos banquiers nous avaient demandé. Les banquiers nous avaient dit, écoutez, donnez-nous une preuve de marché. Globalement, vendez pour 10 000 euros
de vos produits, prévendez pour 10 000 € de vos produits. Ça voudra dire, ça sera une preuve que votre marché existe. Donc, on a monté une campagne et puis on a mis un objectif à 10 000 €. Alors, je vous cache pas que mon associé et moi, on se disait, on serait pas très fiers si on faisait 10 000 €. On aimerait bien faire un peu plus parce que, comme preuve de marché, on trouvait ça un peu minable. Mais bon, on avait mis 10 000, ils voulaient 10 000, on avait mis 10 000. En fait, ce qui s'est passé, c'était un peu incroyable. En une demi-heure, on a lancé la campagne. En une demi-heure, en fait, l'objectif, il était atteint. Les 10 000 € étaient atteints. Là, ça doit booster quand même. Ah oui, ouais. Et en fait, ça a duré 30 jours. Et en 30 jours, on avait atteint 245 000 € et on avait prévendu plus de 1000 bouilloires. Donc, la preuve, on l'avait. C'était clair, là. C'était clair. Donc, ça nous a beaucoup servi pour parler aux investisseurs et pour finaliser une première levée de fonds. Donc ça, c'était super important. Ça nous a permis aussi de continuer à prévendre, même si on n'était pas encore prêt pour la production. Et on s'est rendu compte que, oui, en parlant, en montrant un peu le produit, mais peu finalement, parce qu'il y avait le Covid au milieu, évidemment, donc on est moins sortis. On a continué à vendre et aujourd'hui, on a pré-commercialisé plus de 2000 produits. Et alors, quand est-ce qu'ils vont être livrés, les produits? Et comment vous faites là aussi? Donc, alors là, ça y est. Il y a eu toutes ces étapes et aujourd'hui, on a déminé, on a finalisé toute la partie industrielle, donc trouver les partenaires. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il a fallu apprendre et s'assurer que ça fonctionnait. Et donc, ça aussi, c'est intéressant au niveau industriel et on voit la complexité du sujet. C'est que chaque étape industrielle doit être validée avant de passer à la suivante. Chaque fois qu'il y a un souci, il va falloir regarder les outils, recomprendre et réavancer. Et puis on va atteindre l'étape 3 et puis on va se dire ah ben non ça marche pas et hop on va revenir en arrière. Donc un peu compliqué cette période d'industrialisation, mais donc là ça y est, on en sort, on en voit le bout et avec une livraison d'ici une quinzaine de jours qui va commencer d'ici une quinzaine de jours. Donc ça y est, la gestation est au bout. Et finalement, avant de parler des perspectives d'avenir, en vous écoutant, je me rends compte que on a l'impression que c'est presque la partie industrielle et production qui a été plus compliquée que la partie financement. Parce que les investisseurs, finalement, bon, il y a eu le crowdfunding, mais après, les investisseurs vous ont suivi, vous avez trouvé des financements dans les différents systèmes d'aide ou autres. Je pense que ce qu'on porte aujourd'hui, ça parle. Donc, on a prouvé que ça parlait aux consommateurs, mais ça parle aussi de plus en plus aux investisseurs. Alors, un certain type d'investisseurs, hein. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on n'a pas été financé par des investisseurs dont l'objectif, c'est de faire 3 fois la culbute dans les 5 ans. C'est pas ça. Mais il y a de plus en plus d'investisseurs qui cherchent l'impact, environnemental, qui cherchent l'impact social. Et en fait, à eux, on a parlé et effectivement, ils nous suivent et ils nous ont suivis plus facilement que cette industrialisation. Donc ça y est, la mouvance, le monde nouveau, elle est là. Alors, les bouilloires vont être livrés là bientôt. Quelles sont les perspectives des évolutions de ce produit-là, d'autres produits? Donc oui. Le produit, évidemment, on va continuer à le faire vivre, mais ce que je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est changer le monde. Donc, on ne va pas changer le monde avec une bouilloire. Ça va être compliqué. Donc, l'idée, c'est vraiment d'investir cet univers de l'électroménager complètement. Donc, de continuer dans le petit électroménager, mais d'aller aussi assez rapidement dans le gros électroménager. Donc là, en fait, on travaille en recherche et développement sur un grille-pain qui sera lui aussi un appareil réparable, durable et puis avec une vision multifonction pour remplacer d'autres produits. Et puis on travaille aussi sur un lave-linge qui sera le 3e produit. 4e produit, ça va être les Keepers, donc notre communauté qui va pouvoir nous dire qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on décide et vers quoi on va. Alors, pour accrocher à nos thématiques métiers de demain, là c'est intéressant, on a compris toutes les étapes effectivement pour se lancer dans l'économie circulaire. En quoi l'économie circulaire, elle peut être créatrice de métiers de demain ?
déjà chez Keepit. D'ailleurs, chez nous et chez nos partenaires et pas que, en fait, il y a tout plein de sujets. Dans l'économie circulaire, il y a ce travail sur l'économie de la ressource. Et donc, il y a un vrai travail d'ingénierie et de recherche sur comment on fait pour économiser la ressource, pour être malin, pour recycler, pour réutiliser. Donc, il y a vraiment un gros pôle autour de la ressource. Il y a un vrai travail, un vrai sujet autour du stockage. Aujourd'hui, on parle plutôt recyclage et moins stockage. Et donc, il y a des choses qu'on sait recycler, il y a des choses qu'on ne sait pas recycler. Ce qu'on ne sait pas recycler, soit on le détruit, soit on l'envoie à l'autre bout du monde. Mais en fait, aujourd'hui, on ne le stocke pas. Et notamment dans les produits électriques et électroniques, nous on se dit qu'il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas utiliser, qu'on ne sait pas réutiliser aujourd'hui, mais qu'on saura peut-être réutiliser demain, et on serait bien content de les avoir à ce moment-là. Donc il y a un vrai sujet autour de réflexion autour du stockage. Alors là, j'ouvre vraiment le débat, mais nous, ça nous paraît pertinent et faire sens. Après, il y a un autre sujet, c'est d'impliquer les consommateurs, d'impliquer les utilisateurs, parce que ça aussi, c'est important. Si on veut aller dans le monde nouveau, il n'y a pas que les industriels, il n'y a pas que les pouvoirs publics qui doivent y aller, il y a aussi les consommateurs. Et donc, il y a aussi des métiers autour de l'animation des communautés, la mise en route, la valorisation, l'implication. Donc, il y a aussi pas mal de sujets autour de ça. Et puis, pour finir, il y a tout bêtement des sujets de retour de compétences. Et de formation technique qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Donc finalement, la palette de métiers de demain autour de l'économie circulaire, elle est très large. Et puis on voit qu'il y a différents profils, c'est-à-dire du profil ingénieur pour la conception, au profil plutôt technicien pour la production, au profil marketing ou com pour l'animation. Donc effectivement, n'hésitez pas à vous lancer. Alors, avant de passer la parole à la salle, parce qu'il y a peut-être effectivement des vocations, et c'est intéressant d'écouter tout ce processus de création de vos produits, mais j'aimerais savoir, si je peux me permettre de vous poser une question un peu plus personnelle, comment vous en êtes arrivé là, quel est votre parcours, pourquoi ce choix de l'économie circulaire? Alors, à la base, donc moi je suis plutôt une entrepreneur, ça c'est sûr. Mais j'ai fait du service pendant plus de 15 ans. Je dirigeais un institut de sondage et d'études de marché. Ça n'avait rien à voir. En plus, on était spécialisé dans la mesure de la satisfaction des visiteurs de parcs de loisirs et d'attractions. C'était super pointu. J'ai été la meilleure maman du monde pendant 10 ans parce qu'en fait, je pouvais amener mes enfants dans les parcs de loisirs et tout le monde avait peur de moi parce que j'étais celle qui mesurait la satisfaction et donc c'était génial. Mais en fait, donc c'était vraiment, très sérieusement, c'était vraiment sympa. Ça nous a permis de beaucoup écouter les consommateurs, parce qu'on faisait ça, et puis on faisait aussi d'autres types d'études. Et puis, je pense qu'on évolue, et puis, on change. Et moi, j'avais vraiment de plus en plus de mal à faire que du marketing. Alors, je ne veux pas dire du vent, c'est horrible, parce que c'est utile, mais j'avais besoin de concret, j'avais besoin de sens, et je cherchais, parce qu'on peut dire, j'ai envie de faire un métier qui a du sens, qui fait du sens, mais c'est pas super, c'est pas forcément évident, parce qu'une fois qu'on a dit ça, ok, on fait quoi après? Et donc, en fait, on cherchait, et puis, ce produit, un truc tout bête, mon lave-linge tombe en panne, pile poil après à la fin de la période de garantie. J'ai un réparateur qui vient, ça arrivait à plein d'entre vous, ça arrivera. Le lave-linge tombe en panne, le réparateur vient et il me dit, en fait, oui, on pourrait réparer, mais ça vous coûtera bien plus cher et ça durera bien plus longtemps et j'ai même pas de garantie que ça fonctionne. Changez votre produit. Et en fait, moi qui étais dans cette quête de sens, je me suis dit, donc j'ai appelé mon associé, parce que je ne suis pas partie toute seule, j'ai appelé mon associé et je lui ai dit, alors là, il y a quand même un sujet hyper énervant, est-ce qu'on peut essayer de creuser le sujet et de comprendre? Et donc, à partir de là, on a déroulé le fil et on est arrivé à créer cette entreprise qui a bien envie d'en finir avec l'électroménager jetable.
Ben, c'est merveilleux. C'est vrai qu'on s'est tous dit ça, mais on n'a pas tous eu le courage de se lancer. Merci beaucoup pour ce parcours. Alors, est-ce que vous souhaitez poser des questions à Karen? Alors, Elodie, voilà, il y a une demoiselle qui est là. On va vous apporter un micro. Alors, juste, je précise, vous avez pu remarquer, il y a des caméras. Donc, la séquence est filmée. Elle sera mise en ligne sur le site internet. Donc, pas de problème de droit à l'image, j'espère. Voilà. Mais je voulais quand même vous le préciser, on est filmé. Bonjour et merci pour cette présentation. J'ai deux questions. La première concerne les matières premières. Donc, vous vous inscrivez dans l'économie circulaire. Est-ce que, par exemple, l'inox, je ne suis pas experte après en matière première, mais l'inox ou les autres composants de la bouilloire sont-ils issus du recyclage d'autres électroménagers? Le inox est-il recyclé? Donc voilà, c'était ma première question sur les matières premières. Alors, je vais répondre à la première question avant de l'oublier. Oui, on a cherché à être le plus vertueux possible dans le choix des matériaux, et l'inox, c'est une des... on a choisi l'inox parce que c'est vraiment un matériau qui est recyclable et recyclé. C'est un matériau zéro déchet par excellence. Aujourd'hui, dans les productions industrielles, on est entre 60 et 80% d'inox recyclé déjà dans la production. Donc en fait, c'est vraiment un matériau qui ne disparaît pas et qui peut être toujours réutilisé, en plus du fait d'être super solide. En revanche, sur les matériaux, on a voulu aussi, on a quelques pièces plastiques dans la bouilloire qui sont nécessaires pour le fonctionnement et pour passer la chaleur. Donc même si elles ne sont pas en contact avec l'eau, elles existent. Et sur ces pièces plastiques, on a essayé aussi de se dire on va prendre du plastique recyclable. Et en fait, on n'a pas trouvé le polymère qui avait les caractéristiques physiques pour supporter la montée en température et qui en même temps était issu de recyclage. Donc on n'a pas fini, on n'a pas dit notre dernier mot là-dessus. On est notamment en contact avec les équipes de recyclage de Veolia, donc des gens beaucoup plus gros que nous, qui travaillent sur ce sujet-là. Alors, ils nous parrainent dans le cadre de la campagne Ulule. On a eu un parrainage. Ils nous ont sélectionnés pour nous parrainer. Et ils nous ont dit au début, ah bah oui, on va s'occuper du plastique. On leur a dit, ok, super, voyons comment on peut faire. Et en fait, quand on leur a amené les caractéristiques physiques du plastique qu'on voulait, ils nous ont dit, bah non, on ne sait pas faire. Donc, on ne sait pas faire. Donc, sur ce point-là, ils y travaillent. En fait, je le dis tout le temps. À chaque fois que je peux le dire, parce que comme ça, je remets toujours une couche de pression sur le sujet. Donc, ils y travaillent. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. L'autre sujet sur le plastique qui est hyper intéressant et... donc là, c'est un peu hors keep it, mais c'est quelque chose d'important, c'est qu'on vous dit souvent, super, le plastique, il est recyclé, il est recyclable, tout va bien, utiliser du plastique, c'est pas grave. D'abord, c'est pas vrai. Donc, il y a finalement, c'est certainement pas 100% de la matière qui va être recyclable et recyclée. Et en plus, parfois, super, c'est recyclable. Mais il faut voir c'est quoi les conditions. Si c'est envoyer le plastique à l'autre bout du monde pour qu'il soit recyclé, je pense qu'il faut y réfléchir. C'est un vrai sujet. Votre deuxième question? Oui, deuxième question. Elle concerne la levée de fonds. Je voulais savoir qui avaient été les contributeurs de la levée de fonds. Est-ce que c'était des gens comme moi à titre personnel de consommateur, ou bien des entreprises privées, ou bien des collectivités, des associations? Et ensuite, une fois que vous avez eu cette levée de fonds, comment est-ce que vous avez réfléchi l'allocation de cette levée de fonds? Comment est-ce que vous l'avez réinvesti dans votre entreprise, dans votre plan, voilà. Alors, les investisseurs chez Keep It, ils ressemblent à Keep It. Donc, on a été un peu différents. Donc, il y a deux fonds. D'abord, il y a deux fonds qui ont investi chez nous. Il y a un fonds qui s'appelle France Active, qui investit beaucoup dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc, eux, c'est la version sociale qui les a intéressés chez nous. Il y a un deuxième fonds qui s'appelle Seed One, qui est adossé à une structure qui s'appelle Make Sense. Je vous encourage à aller voir ce que font les gens de Make Sense, parce que c'est quand même vachement intéressant. Et eux, c'est plus l'aspect de l'engagement et de l'environnement qui leur a parlé. Donc ça, c'est les deux fonds.
Mais je vous ai un petit peu parlé de la communauté et de l'importance d'inclure les consommateurs dans notre histoire. Et nous, on s'était dit, on ne peut pas faire une première levée de fonds sans proposer aussi aux keepers, aux gens que ça intéressait, d'intégrer le capital de la société. Alors là, petite aventure, parce que on sortait de la campagne de financement participatif, j'avais pas envie de repartir sur une plateforme. Il y a des plateformes qui font ça, qui s'appellent Lita, qui s'appellent Tudigo, et j'avais pas envie de repartir sur le même schéma. Surtout pour une chose, c'est que ces plateformes, elles devenaient un intermédiaire. Le troisième investisseur aurait été la plateforme et pas les keepers directement. Donc, comme on était dans un process un peu juridique avec notre avocat, on lui a dit comment on peut faire? Est-ce que c'est possible? Donc, parce qu'on n'a pas le droit en tant qu'entreprise de faire un appel à l'épargne publique. C'est pas légal. Donc, il nous a dit on peut monter un dispositif. Donc, on crée une structure qui est une structure d'investissement. Et vos keepers pourront l'intégrer et investir. Alors c'était marrant parce que en fait, il nous parlait toujours de nos petits keepers, parce que pour lui, c'était un peu une lubie. Ouais, Karen et ses consommateurs qui vont la suivre, elle est mignonne, il va y avoir sa famille et 3 personnes qui vont investir et donc elle aura sa structure, elle sera contente. Et en fait, il y a eu 109 keepers qui n'étaient pas du tout de ma famille d'ailleurs. Qui ont investi dans l'entreprise. On a bloqué à 109 tout simplement parce qu'on avait bloqué le montant de l'investissement à 250 000 €. Et donc, quand on a eu atteint ce niveau, on a dit on est désolé, mais ça sera pour la prochaine fois. Donc, il est possible aussi pour des indépendants, des gens de s'intégrer dans une structure. Et qui dit investisseur, c'est pas seulement donner de l'argent, c'est que les keepers, ils sont au conseil stratégique avec nous, ils sont présents, c'est pas qu'ils observent, c'est qu'ils sont dedans. Donc, ils peuvent donner des idées, ils peuvent partager, ils peuvent challenger nos choix, on discute, ils nous trouvent des solutions. Enfin voilà, c'est pas quand on fait de l'investissement solidaire, c'est pas pour devenir riche. Hein. Je ne pense pas, mais c'est plutôt pour rentrer dans une démarche et faire avancer le sujet. Et quant à la location, pour finir, c'est pas après, évidemment, c'est avant qu'on décide de la location de cet argent. Donc, nous, cette levée de fonds, elle devait permettre d'industrialiser le premier produit, parce que la spécificité d'une aventure industrielle, c'est que c'est ultra capitalistique, que notre partenaire qui est parti avec nous, d'abord il doit être payé, mais on a surtout investi dans les moules et dans tout l'outillage, donc c'est beaucoup d'argent qui ont été essentiellement investis dans la partie production. On voit effectivement que vous couvrez tous les champs, parce qu'on a parlé production durable, on a parlé emploi inclusif, et là on est aussi dans une gouvernance partagée. Et juste pour rebondir, France Active, ils sont intervenus vendredi matin, on avait une séquence métier de demain dans l'économie sociale et solidaire, Robin Abric, effectivement ils font du financement, ils ont plein d'outils de financement spécifiques, ils font de l'accompagnement aussi, de l'accompagnement de création de projets. Donc je ne sais pas si vous avez un projet, mais en tout cas je vous conseille de les contacter. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite échanger avec Karen? Merci beaucoup pour vos questions, en tout cas, qui étaient passionnantes. Non, on a balayé tous les sujets. C'est vrai qu'on a vraiment... Ah, allez-y, continuez. Oui, si vous avez une autre question. Je ne voulais pas monopoliser la parole, mais j'avais encore une question. Là, je m'adresse plus au côté timing de l'entrepreneuriat. Combien de temps est-ce qu'il vous a fallu entre l'idée qui a germé dans votre tête et celle de votre associé jusque aujourd'hui la première commercialisation? Alors dans notre cas, c'est un peu long. Ça a été un peu long. Ça fait 7 ans qu'on est dessus. Parce qu'il y a eu l'idée, le choc et la prise de conscience, le lave-linge. Ensuite, comme on n'était pas des ingénieurs, d'abord on a étudié le marché, on a étudié la faisabilité technique. Donc
Ça a pris du temps. En fait, on avait donné les premières lignes de notre cahier des charges à des étudiants de l'ICAM à Toulouse, en leur disant, qui étaient donc des élèves ingénieurs, pas spécialistes de l'électroménager, en leur disant, prouvez-nous ou pas que c'est possible de refaire de l'électroménager réellement réparable. Et ça a pris du temps, ça a duré 2 ans et demi, parce que en fait, c'était des cohortes d'étudiants qui avançaient sur le sujet. Donc, étude du marché d'un côté, étude de la faisabilité technique, et puis après, en fait, on était chef d'entreprise, donc il a fallu vendre notre entreprise pour réinvestir. Et donc ça nous a mené, ça nous a pris au moins 5 ans. Ensuite, un prototype, c'est 1 an, et puis 2 ans pour l'industrialisation. Alors, sur l'industrialisation, est-ce qu'on aurait pu aller plus vite ? On a fait ça, on a lancé ça en plein Covid, donc on n'a pas du tout été aidé par la situation. Peut-être qu'on aurait pu faire 6 mois plus court, mais pas beaucoup moins. Donc un processus industriel, un lancement, mais parce que c'est un processus industriel, c'est long. Oui, parce qu'au début, vous faisiez ça en parallèle de votre activité professionnelle, économique, pour manger tous les jours, quoi. Voilà. Exactement. Et on ne pouvait pas faire les 2 choses de front. Il y a un moment, ça n'a plus été possible. D'autres questions, d'autres partages ? Non, bah écoutez, merci beaucoup à vous pour votre écoute et merci beaucoup Karen Maya-Lévy. On vous souhaite bonne chance et vraiment félicitations pour votre parcours et c'était passionnant d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt. Moi, je vous retrouve à 14h30. On va parler tourisme durable et à 15h30, transport durable. Voilà. Merci à vous. Bonne journée sur le forum Le Monde Nouveau.